Bonjour à tous, c'est un podcast spécial pour mes amis du CJD de Bordeaux. Donc Benjamin Rosor, comme j'ai pas pu me joindre à vous et que t'es très sympa, eh bien j'ai voulu me prêter à l'exercice de répondre à tes questions par mail sous forme de podcast. Donc je partageais aussi sur mon blog sur l'entrepreneuriat. Alors tu veux un petit mot d'introduction sur mon parcours d'entrepreneur? Écoute, j'ai créé 4 entreprises. Je les ai vendues et je suis en train d'en créer une autre en ce moment, toutes dans l'internet depuis 12 ans maintenant. Et que te dire de plus, pour mon parcours, vous allez sur mon blog et vous cliquez sur à propos, vous l'aurez là. C'est peut-être probablement le plus simple. Ensuite, donc tes questions. Est-ce que tu penses que comme Friedman, donc le monde est plat, the world is flat, qu'il n'y a plus de frein à l'entrepreneuriat? Je sais pas s'il n'y a pas plus de freins, il y en a forcément des freins à l'entrepreneuriat, mais je pense simplement c'est beaucoup plus simple qu'avant, justement parce que c'est facile de trouver des ressources un peu partout dans le monde. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est sauter le pas et ne pas penser aux freins. C'est d'ailleurs curieux que tes questions commencent. La première question sur les freins à l'entrepreneuriat. Si vous êtes des entrepreneurs, eh bien, je vous suggère de ne pas penser aux freins et de penser plutôt à l'exécution. Moi, c'est un peu ma devise depuis toujours, c'est qu'il y a que l'exécution qui compte. L'idée, elle, ne compte pas vraiment. Et les freins, il faut faire très très attention et pas trop les regarder. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'avant, puisque les ressources, elles sont sur Internet. Vous pouvez aussi trouver évidemment soit des freelances, soit des ressources à très très bas prix un peu partout dans le monde, ce qui n'empêche pas évidemment de créer une équipe en France. Mais c'est plus facile qu'avant, puisque tous les pays sont en concurrence les uns et les autres. C'est plus facile aussi de se renseigner à l'étranger. Moi, je me souviens quand j'avais démarré, il y avait un énorme fossé entre la Silicon Valley, dans l'internet, ce que je connais, et la France. Et celui-là tend à se réduire complètement, puisque tout est à un clic. Vous savez tout sur internet, notamment avec les blogs. Il n'y a plus du tout de filtre. Vous pouvez être directement à la source de l'info. C'est ce que je fais tous les matins quand je lis mes amis dans la vallée. Tu sembles agir en permanence dans l'action et l'envie. J'ai une idée, je la partage. On se lance ou on se plante. Oui, ça c'est aussi une des caractéristiques, je crois, de cette ère dans laquelle on est, qui est l'ère un petit peu du tout bêta. Bêta, si vous ne savez pas à quoi je fais référence, c'est cette tendance actuelle sur Internet de lancer des produits et de les créer avec ses clients. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait des études, on se mettait dans un bureau, on réfléchissait, on allait se demander ce qui marchait ou ce qui ne marcherait pas. Et maintenant, la tendance, c'est on le lance, c'est pas fini, c'est pas grave, on lance un bout de quelque chose et on l'expérimente avec les gens, on le construit avec les gens, on regarde en face les critiques, on leur demande d'ailleurs de donner des commentaires s'ils veulent bien le faire, nous donner suffisamment d'attention pour ça, en public, sur un blog ou ailleurs, et on améliore le produit. Et ça, c'est vraiment très très différent d'une étude de marché, c'est à mon avis complètement dépassé comme manière de fonctionner. On construit avec les gens. Donc oui, ça c'est une grande tendance, et si on se plante, c'est pas grave, il faut absolument changer cette culture en France de l'échec. Si on se plante, non, c'est pas grave, moi j'arrête pas de me planter, le tout c'est de recommencer et de continuer. Donc là à nouveau, de commencer, il vaut mieux avoir quelques utilisateurs sur un produit qui n'est pas parfait, qui démarre, et de l'améliorer, qu'une espèce d'usine à gaz qu'on sort sans jamais l'avoir testé, et d'essayer de la vendre à grand coup de publicité, ce qui était la tendance avant. Combien as-tu de projets en cours? Dans combien de boîtes es-tu actif? Je sais plus. Non, j'en ai un de projet en cours. Il y a une chose que j'ai appris, notamment pendant la bulle en 2000, c'est qu'on peut pas soi-même, de manière en termes d'exécution, créer de créer plusieurs sociétés en même temps et être dispersé du point de vue de son esprit d'entrepreneur. C'est très difficile. Donc moi, je fais plus qu'une seule chose à la fois. Donc là, je suis en train d'en créer une entreprise. Je peux pas encore vous en parler. Non pas parce que je veux pas être bêta moi-même, je vais le faire comme ça, mais parce que c'est vraiment une idée pour l'instant. Et donc, je le partagerai avec tout le monde dès que ça sera un peu plus qu'une idée. De boîtes dans lesquelles je suis actif, aucune en ce moment, puisque ce sera la mienne. En revanche, je suis actionnaire d'une dizaine de sociétés, notamment aux États-Unis comme LinkedIn,
Technorati, Social Text en France comme Trivop, une société qui fait des vidéos de visite des hôtels pour les partager sur Internet. La vidéo est très tendance en ce moment, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Bounty, des leaders mondiaux des jeux vidéo, et tout, enfin, j'en ai une dizaine, donc je ne vais pas vous en parler, mais j'adore aider les entrepreneurs. Par contre, j'ai plus de propositions de les aider que de possibilités de le faire, parce qu'après je suis frustré évidemment puisque j'ai pas le temps, donc je fais attention. Équipe, j'en ai pas, il y a que moi en ce moment, j'ai pas d'assistante, j'ai rien du tout, et je vais vous dire, c'est super agréable. Non pas que j'aime pas travailler en équipe, bien sûr, mais ça limite finalement et ça vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. Bureau, il y en a pas puisque je déménage à San Francisco, ce qui n'a évidemment rien à voir avec la politique, mais un rêve de 10 ans. J'avais envie d'être un peu plus là où, même si on est à un clic, ce qu'on peut pas transformer, c'est le réseau, c'est de rencontrer les gens. Et donc pendant quelques années, je vais aller m'installer là-bas et être au cœur de ce qui se passe dans la Silicon Valley, tout en revenant en France, bien sûr. Mais c'est aussi un gros cadeau pour mes enfants qui vont parler un américain parfait que moi je ne parlerai jamais. Existe-t-il une vraie différence entre les entreprises existantes et celles qui se créent aujourd'hui ? Oui, c'est toute cette tendance, à mon avis, du partage d'infos. C'est-à-dire que dans le passé, on avait tendance à vouloir protéger l'information. Maintenant, on a tendance à finalement, la règle a changé. Plus on partage l'information, et plus il y a de personnes qui risquent d'être intéressées, plus elles sont intéressées, plus vous avez d'opportunités pour vos produits, pour vos services. Le Sixapart a lancé un produit qui s'appelle Vox, qui est utilisé par des centaines de milliers de personnes, un blog, un système de blog. Il n'y a jamais eu de pub, rien. Vous avez vu beaucoup de publicité pour Google, vous. Pourtant, c'est probablement le premier média dans le monde maintenant, plus que probablement. Et donc vous voyez bien que ici, c'est le bouche à oreille qui fait le travail, de même que ma conférence, le Web3, à laquelle je vous convie les 11 et 12 décembre à Paris. Eh bien, c'est une conférence dans laquelle nous avions 1300 personnes de 37 pays en décembre l'an dernier, sans aucune publicité, sans aucun marketing. Donc oui, les règles du jeu ont changé, et je pense que l'importance ce qui est le plus important, la différence la plus importante, c'est ça, c'est cette transition incroyable du marketing vers le bouche à oreille. Et ceux qui vont rester dans les méthodes traditionnelles de communiquer vont continuer, mais vont aller moins vite que ceux qui utiliseront ces nouveaux moyens de communiquer, je pense. Une entreprise sans salariés, mais uniquement avec des partenaires sous-traitants, est-elle une forme intéressante ? Je l'envisage moi-même en ce moment. J'essaie de beaucoup sous-traiter, justement parce que recruter une équipe, c'est évidemment prendre des risques. Et donc, c'est une grande tendance aussi, je pense, la sous-traitance. Et je te dirai ce que j'en pense dans quelques temps, parce que là, je suis en train de l'expérimenter. C'est-à-dire que je sous-traite absolument tout ce que je fais. J'ai commencé une production. Vous voyez que c'est un peu plus qu'une idée quand même pour l'instant. Mon entreprise, mais c'est trop tôt. Mais j'ai une production en ce moment d'un site, disons, qui est dans les pays de l'Est. Je suis en train de recruter en freelance aussi une assistante en Inde, et une partie de mon blog est aussi complètement sous-traitée, la gestion des commentaires, ça devenait impossible à gérer, surtout pendant la campagne, avec beaucoup de spam et d'insultes, de choses comme ça, donc j'ai dû enlever. Rassurez-vous, il y a très peu de blogs qui sont quand même victimes de ça, mais tout ça est sous-traité, il n'y a rien en France, et ça me donne une très très grande flexibilité, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Je crois que au-delà de la sous-traitance, pays pauvre, pays riche, ça va être surtout une tendance d'assembler des gens ensemble pour un projet, qui vont se désassembler par la suite quand le projet sera terminé, y compris au niveau des freelances. Alors ensuite, une entreprise sans salariés, donc manque de culture, d'histoire. Non, je suis pas pour une entreprise sans salariés, mais je crois que la grande tendance quand même, c'est l'entreprise, c'est une personne. C'est vous comme entreprise. Votre blog comme direction de la communication, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que finalement on assemble les gens ensemble, et la notion de contrat de travail ou d'exploitation, comme on entend encore parfois, est complètement ringarde à mon avis. C'est-à-dire que c'est un petit peu cette économie qui est née sur eBay d'1 million d'emplois, qui sont des gens qui ont créé leur emploi, en fait, qui achètent et qui vendent sur Internet, et c'est la grande tendance à mon avis de finalement une entreprise, c'est quoi? C'est un projet, rien de plus.
et les gens s'assemblent à nouveau et vont se désassembler en fonction des besoins. C'est la flexibilité totale. C'est pour ça que moi j'ai été, évidemment, je suis toujours en faveur d'une très grande flexibilité dans le travail, parce que je pense que si on peut, c'est horrible à dire, mais plus facilement se séparer parfois de collaborateurs quand ça va mal, plus on recrute, parce qu'on plus on peut prendre de risques, c'est tout simple, mais en France c'est pas toujours facile à dire, et c'est pour ça qu'il faut de la flexibilité dans le travail. Mais je vais pas faire de politique. Il y a une limite, oui, pour la souplesse et la réactivité, bien sûr. Alors il y a des limites à tout ce que je dis. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Bien sûr, ça concerne malheureusement pas tout le monde. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Bien sûr, beaucoup de gens ont besoin de protection et parfois ont des difficultés, donc il faut que l'État les protège. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails-là, de discussion. Je veux simplement insister sur les tendances, à mon avis, de l'évolution en ce moment. D'autres formes d'entreprises, comme les coopératives très développées en Espagne, seraient-elles intéressantes? J'en sais rien du tout, donc je passe à la question suivante. Être dirigeant d'entreprise, c'est manager des hommes. N'as-tu pas l'impression d'abandonner tes collaborateurs quand tu vends, quand tu quittes une boîte? Non, parce que, en général, c'est très très clair avec eux. Et d'abord, j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille, quelle que soit la société, depuis 10 ans. Et donc, finalement, on se suit de société en société. À nouveau, une société, c'est plus pour moi la conception. Mon grand-père avait transmis son entreprise à son père, à son fils, et donc c'était l'entreprise pour la vie, ainsi de suite. Pour moi, je pense que c'est une autre ère qui démarre à nouveau. Ce sont des projets finalement. En tout cas, dans mon industrie, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'Internet, où finalement il y a très très peu de matière physique, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'immeuble, donc j'ai bien conscience que c'est un modèle qui s'applique pas à toutes les industries, mais en tout cas dans la mienne, c'est quelque chose qui est très très facilement compris. Le fait qu'on crée une entreprise, qu'on la cède, qu'on continue ailleurs, c'est ce que fait Google. Google rachète en ce moment une entreprise par semaine, ne serait-ce que pour justement recruter et s'entourer de personnes de qualité. Donc c'est aussi une manière de recruter. Les gens restent, quand on vend une entreprise, ça ne s'arrête pas, heureusement. Es-tu un manager copain de tribu? Penses-tu que les rôles doivent être bien définis et la hiérarchie respectée? Je m'en fous complètement de la hiérarchie. Depuis toujours, ça m'intéresse pas. Il y a pas de titre sur ma carte de visite, ou alors il y a blogueur. Je crois que là aussi, ce sont des visions assez ringardes. Finalement, on est tous sous forme à nouveau d'éléments qui s'assemblent, et évidemment, il y a certains éléments dans une équipe qui coordonnent les autres. Donc, il y a besoin de coordination, mais je crois que la notion de hiérarchie est assez dépassée, franchement. Et donc, moi, je suis pas copain de tribu, mais je suis plutôt comme un skipper sur un bateau, c'est-à-dire qu'il y a en effet quelqu'un qui donne la direction, qui prend des décisions, ça c'est très très important, mais il faut surtout pas hésiter à ce que ce soit d'autres qui la prennent cette décision. Moi j'ai plutôt une tendance en ce moment, c'est plus je peux me décharger de tout, c'est-à-dire des responsabilités, des décisions. Moi je vois plus comme un animateur d'un groupe que comme un dirigeant, et d'ailleurs l'extrême de ça, c'est même pas avoir d'équipe. Je vais en constituer une d'équipe, mais je prends le temps pour ça. Quel est aujourd'hui le manager qui te bluffe, qui est dans le vrai selon toi? Ça sera dans l'internet, bien sûr. En France, Marc Simoncini, Xavier Niel, donc Mythique et Free. Aux États-Unis, enfin plutôt en Angleterre, Richard Branson, parce qu'envoyer des gens dans l'espace et avoir autant de fun, de plaisir dans ce qu'on fait, je crois que c'est une des clés essentielles. C'est quoi que vous fassiez, c'est de choisir un secteur dans lequel vous vous éclatez. Moi, c'est le cas, et j'ai eu l'occasion de dîner avec Richard Branson. J'étais impressionné. Lui, son truc, c'est d'envoyer les gens dans l'espace en ce moment. Ça sera un business, mais peu importe, c'est pas l'essentiel. C'est probablement un conseil, si vous créez une entreprise en gardant à l'esprit beaucoup trop présent le fait de vouloir gagner absolument de l'argent, par exemple, c'est une énorme erreur. Je crois qu'il faut d'abord faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous empêche de dormir la nuit, et le reste c'est un résultat, et ça ne peut pas être une fin. C'est-à-dire que si ça marche, eh bien le résultat financier sera probablement là, mais pas l'inverse. Et ensuite, évidemment, des Larry Page, des Sergey Brin, les fondateurs de Google. Pour moi, ce sont évidemment des références, comme pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de gens finalement, non pas que je respecte, mais que je trouve géniaux aussi. Stelios, le patron d'Easy Everything, quelqu'un de génial. Mais en dehors d'Internet, j'ai un peu de mal. C'est probablement que j'y baigne beaucoup trop. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Je suis désolé de ne pas avoir été avec vous, parce que à Bordeaux, ça m'aurait
passionné. Ça aurait été une bonne occasion pour moi de pratiquer autre chose que les conférences le soir. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne conférence et à très bientôt.